J'avais une question à vous poser sur une chose qui m'a frappé, c'est que finalement, on a l'impression que le philosophe est plein de certitudes et le scientifique doute beaucoup. Et ça, généralement, c'est pas très... Enfin, est-ce que ça doit nous inquiéter? C'est un peu anxiogène. Généralement, c'est l'inverse. C'est le scientifique qui a plein de certitudes et le philosophe qui a beaucoup de doutes. Je me suis mal fait comprendre. J'ai pas forcément des certitudes. J'ai dit qu'il faut arriver à poser le moins mal possible des questions. Mais c'est pas un système que j'ai proposé. J'ai fait une espèce de généalogie. Là où je n'ai pas de doute, c'est peut-être ça qui est ressorti finalement, et c'est ce que vous retenez. Pour moi, quelque chose est là, il faut faire avec. Donc, Jean Didier doute sur la technologie, c'est ce que vous voulez dire, je suppose. Voilà. Moi, ça, c'est pas mon cas. Mais non pas par une question de conviction, tout simplement, mais ça, c'est un problème je dirais, de position, de positionnement. Moi, ce qui existe, c'est suffisant. Il faut que je le prenne en compte. Si je le dis en termes un peu plus académiques, du moment qu'un fait social existe, ça peut devenir un fait sociologique. Quel qu'il soit. Mais voilà, donc ça peut être ça qui donne l'impression que j'ai des certitudes, mais je n'aime pas le mot certitude. Alors voilà, donc là vous m'avez... Oui, moi je voudrais compléter, c'est que depuis que la philosophie existe, je ne sais pas, de la douter depuis moins 600, moins de 700, enfin... les systèmes se succèdent, les philosophes sont des grands faiseurs de systèmes, et ils se trompent souvent, ce qui n'a aucune importance. Aucune importance. Même Nietzsche, vous voyez, il s'est gouré ou il s'est pas gouré, il a été génial, mais ça n'a eu aucune importance. Ils disparaissent, ils vont et viennent. Schopenhauer, qui est l'homme que j'admire le plus au monde en philosophie, il s'est sûrement trompé. Je veux dire que c'est l'esthétique du philosophe implique la chute un peu quelque part, le système qui flanche, quoi. Il faut que ce soit toujours un peu boiteux pour être esthétique, un système philosophique. Tandis que les scientifiques, quand ils se trompent, c'est grave de conséquences. Donc, ils hésitent. Si tant est que la science soit toujours utile, hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui font des choses qui ne servent qu'à distraire les journaux ou les pages de science du Figaro magazine, mais c'est quand même lourd de conséquences, les fautes d'un scientifique. De la même façon que les scientifiques qui ne doutent pas, mais qui trichent, par contre, c'est ceux-là d'ailleurs qui ont le plus d'assurance. Et c'est un mal dont souffre de plus en plus la science contemporaine. J'ai une question là qui peut-être relaye la première. Le sommet de la recherche, donc dans les mains d'entreprises privées, est-ce bien raisonnable? Oui, je pense que c'est plus raisonnable que de les mettre dans la recherche d'État, qui impose des contraintes, qui impose toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir, et notamment l'administration, les contrats, on est obligé de tricher pour avoir des sous, etc. Alors que dans la recherche privée, c'est là où il y a besoin de résultats, justement. Et on n'a pas intérêt à fausser les résultats, à avoir des résultats faux. Vous avez les neurosciences tous les ans. Il y a 30 000 posters tous les jours. Hein. Il y a plus de 30 000 participants. Il y en a qui ont 2 ou 3 posters. Ils sont tous devant leur poster en randonnant parce que de là dépend leur position, c'est de là dépend leur crédit, c'est de là que dépend l'obtention de grants et l'obtention d'une position. Donc très souvent, il y a des points qui ont été oubliés sur les courbes, il y a des jours, et ça se termine par « it is tempting to speculate about that ». Et en général, tous ces posters ont des résultats positifs, évidemment. Il y en a sûrement 1 sur 10 qui a quelque chose de positif. Les autres, c'est soit des copies de ce que fait le voisin. On voit des allées où il y a tous les chercheurs. Une année, ça a été les cellules souches. Il y avait 1000 papiers sur les cellules souches. Vous voyez, en 2 ans, en 3 ans, ça augmente de façon exponentielle. C'est pas des prix de vertu, les chercheurs, de toute façon. Ils ont besoin de manger. Et ils sont mal payés la plupart du temps, ce qui n'incite pas à la vertu. La démocratie dans tout ça.
Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on peut facilement manipuler les cerveaux maintenant. Oui, il y a manipulation, mais ça a toujours existé. Vous savez, les manipulateurs demanderaient des conseils à Machiavel. Oui, mais c'est comme tout. S'ils ont des outils plus puissants, ils manipuleront. Oui, c'est plus que de la manipulation, c'est de l'intervention, carrément. Quoi. Quand vous mettez des électrodes dans un cerveau pour lui faire changer d'opinion, c'est pas d'hier que ça se passe. Hein. Vous savez, dans les cliniques psychiatriques russes, on était habile pour faire changer quelqu'un d'opinion. On a beaucoup joué avec le cerveau. Beaucoup. C'est pas toujours très vertueux. Quant à la démocratie, c'est quand même, on a dit beaucoup de choses sur la démocratie, notamment beaucoup de mal. Mais enfin, vous voyez, même là, il y a une récente publication sur les babouins, qui sont des singes a priori assez fous. Ils vivent en bandes, c'est quelquefois des bandes de 60 à 80 des papillons, des papillons nubis, ces choses comme ça. Alors ils se déplacent pour aller sur les sites, ils changent de site en général tous les jours, et là où il y a de la nourriture. Mais le voyage n'est pas sans conséquences ni sans danger. Et il faut donc qu'il y ait un chef, un leader, et ils avancent en colonne. Et on pensait autrefois que les papillons étaient les individus les plus désorganisés du monde. Quand ça allait mal, ils faisaient passer, disait-on, les anciens qui traînaient à la queue, on les faisait passer devant pour qu'ils se rappellent de l'endroit où il faut aller et qu'on puisse les suivre. En réalité, c'était une erreur où on s'était projeté, quelques vieillards qui les observaient avaient dû se projeter sur ça. Mais en fait, et on s'est rendu compte cette année par des travaux de marquage, de suivi, etc., d'itinéraire, de temps passé entre eux. C'est des mesures, comme ont les comportementalistes aujourd'hui, qui sont très, très, très précises. Et on se rend compte que avant de prendre une décision, il y a conciliabule. Et évidemment, tout le monde ne s'exprime pas. Mais je n'ose pas dire qu'il y a des leaders d'opinion, mais enfin, ils portent des jugements sur les autres. Ils se connaissent entre eux et ils vont en choisir un. Et quand ils en choisissent un, c'est démocratiquement qu'il est choisi, et c'est démocratiquement qu'il dirige la troupe. Il y a une forme de démocratie, c'est chez les abeilles. C'est quand même étonnant ce qui se passe avec un essaim d'abeilles. C'est quand ils ont formé leur essaim, ils vont dans une direction à un moment donné, mais avant, ils s'accrochent quelque part, il y a des estafettes qui sont envoyées dans différents endroits, et elles reviennent, ces estafettes, elles pénètrent, elles se joignent au groupe, et ils délibèrent pour savoir l'endroit où ils vont aller. Et quand la décision est prise, l'essaim sait exactement où il va, puisqu'ils ont un sens très spécial de l'orientation. Donc c'est démocratique. Michel Maffezoli, sur cette question. Et aussi sur la première, tout à l'heure. Oui, disons qu'il y a... de toute façon, ça c'est une des caractéristiques de notre espèce animale, puisque moi je parle de l'espèce animale, humaine. C'est quel est le lien qui fait que ça tient. Quand on regarde comme cela sur la longue durée, on voit qu'il y a diverses manières d'être ensemble. Il y a la monarchie, il y a l'oligarchie, la dictature, etc., qui n'ont pas forcément toujours une connotation péjorative. Maintenant, si on dit dictature, c'est péjoratif. À d'autres moments historiques, ce n'était pas forcément péjoratif. La monarchie, c'est pareil, etc. Quand s'est élaborée la démocratie, c'est repérable. En tout cas, pour la modernité. On le voit dans la Grèce antique. Je rappelle pour mémoire que dans la Grèce antique, la démocratie ne concernait que quelques citoyens. Oui. Et que les métèques n'avaient pas droit de citer. Je ne parle même pas des esclaves. Donc c'était vraiment un côté quasiment aristocratique. Bien. Mais je ne parle pas de cela. Pour ce qui concerne ce qu'on peut voir dans les 2 siècles qui viennent de s'écouler, c'est à partir du début du 19e siècle que s'élabore ce qu'on appelle l'idéal démocratique. C'est une grande dame de la pensée qui s'appelle Hannah Arendt, qui a montré comment s'est élaboré tout au long du 19e siècle ce que maintenant on considère comme étant indépassable, la démocratie. C'est-à-dire quoi, la démocratie? Le pouvoir du peuple. La question qu'on peut se poser, en restant au plus près de son étymologie, qu'en est-il actuellement de ce pouvoir du peuple? Que se passe-t-il quand on sait qu'actuellement, à chaque élection, il y a environ d'abord 50% d'abstention, et ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'ose pas dire, entre 15 et 20% de non-inscrits sur les listes électorales. Ce qui fait qu'un élu actuellement, une fois qu'on a fait la partition, représente à peu près 10%, 12% de la population.
Ce n'est plus le pouvoir du peuple, mais le pouvoir de quelques-uns. Et donc, c'est ce que nous vivons actuellement, à mon avis, c'est un des éléments de cette crise sociétale, c'est-à-dire le fait que, comme il n'y a plus de représentation philosophique cohérente, du coup, la représentation politique est en faillite, ou en tout cas devient la faiblesse que l'on sait. Et c'est quand il n'y a plus de représentation politique, représentation, je me fais comprendre, représentation philosophique, représentation politique, eh bien qu'il y a des formes exacerbées, les 36 000 voitures qui brûlent sur le pourtour de nos villes, les jeux de rodéo, les diverses formes de révolte et de violence ici ou là, puisqu'il n'y a plus représentation. Et alors à ce moment-là, c'est mon sentiment, est en train de se mettre en place une autre manière d'être ensemble. Ce n'est plus la démocratie. Moi, je propose, dans mon dernier livre, qui n'est pas là, mais enfin, qui est paru il y a 2 ou 3 jours, de parler d'un idéal communautaire. C'est-à-dire, dans le fond, ce que l'on a du mal à comprendre en France, les communautés, les tribus ou autres, multiples et diverses, sont en train d'apprendre à vivre ensemble. Ce n'est pas facile. Et pour le moment, il y a une grosse difficulté, justement, à ce que c'est, comme on ne peut plus penser de la République une et indivisible, la res publica, la chose publique, va être, je dis bien, tant bien que mal, l'ajustement de ces tribus, de ces communautés. J'appelle cela, moi, l'idéal communautaire par opposition à ce que fut l'idéal démocratique. Alors, cela dit, dans ces moments de mutation, on continue à faire de l'incantation. L'incantation, les ethnologues nous montrent, c'est quand on chante, c'est ça que dit on chante. Quelque chose dont on n'est pas convaincu. Par exemple, Jean Didier le comprendra, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Ça, c'est de l'incantation. Pour moi, le mot démocratie est une incantation actuellement. C'est-à-dire qu'il ne permet pas de voir c'est en train de s'élaborer une autre manière d'être ensemble, un autre lien social. Mais la question est ouverte. Et est-ce que vous trouvez que dans d'autres pays que la France, ça se passe mieux ? Pour ce que je sais, puisqu'en effet une partie de mon travail se passe à l'étranger, oui, pour une raison simple. C'est que dans le fond, la classe politique française, on va dire latine, c'est-à-dire espagnole et italienne, c'est un fonds de commerce. C'est une carrière, c'est une profession. En d'autres lieux, ce n'est pas une profession. Il y a des pays où on ne peut pas être élu 2 fois. Quelle que soit l'élection, on veut dire, quelle que soit la fonction qu'on exerce. Il se trouve que pour ceux qui nous concernent, c'est une classe spécifique qui est déconnectée, puisqu'aussi bien, elle n'a jamais travaillé, enfin, quand je dis travailler, elle n'a jamais participé à l'entreprise, participé même parfois à la fonction publique ou autre, et du coup, il y a ce processus de déconnexion. Voilà, en quel sens, de mon point de vue, il y a là une spécificité française. Très précisément d'ailleurs, si j'élargis le problème, la France a été le laboratoire de la modernité et a du mal à comprendre qu'il y a autre chose qui est en jeu, la postmodernité. Et la postmodernité, c'est justement le fait qu'il va y avoir de plus en plus de manières d'être ensemble, et en particulier pas forcément démocratiques. Voilà. Juste, puis-je dire un mot sur la recherche ? Et j'ai été, pendant longtemps, jusqu'il y a quelques mois, au conseil d'administration du CNRS, c'est-à-dire la grosse structure qui gérait des quelques milliards, et dont on sait qu'une grosse partie de ces crédits passés, d'ailleurs, étaient à fonds perdus, c'est-à-dire passaient en fonds de fonctionnement. Voilà. Il se trouve que l'entreprise... elle a le nez creux. Vous savez que j'interviens assez souvent dans les APM ou dans des trucs comme ça. Et ce qui me paraît frappant, c'est que justement, les chefs d'entreprise ont un problème très simple. Il faut que l'entreprise marche, faire du fric. Il faut qu'ils sachent manager. Et du coup, ils sont beaucoup plus attentifs à des formes de recherche qui ne sont pas simplement des recherches désincarnées, mais qui sont des recherches qui vont être en connexion, en phase avec ce qu'est la réalité, par exemple, de l'entreprise. Donc moi, je considère qu'il y a actuellement une vraie appétence entre l'entreprise et la recherche. Oui, moi j'aimerais savoir si ces nouvelles technologies, elles amènent des nouvelles questions philosophiques, ou bien si les questions philosophiques sont toujours les mêmes. Genre, qu'est-ce qu'être humain ? Est-ce que ça se pose toujours ? Si oui, est-ce qu'il n'y en a pas des nouvelles quand même ? Non, on vous l'a dit, je crois, et je m'associe à cette affirmation heideggerienne. La science ne pense pas. On peut dire que aujourd'hui, la science pense au fric, c'est-à-dire qu'elle pense
au programme de recherche qui va être accepté ou non accepté avec plusieurs sources. Il y a le fonds européen qui joue un rôle important. Il y a quelques instituts privés qui fournissent des grants, ce qu'on appelle des grants, qui assurent la survie de votre laboratoire sans lequel vous ne pouvez rien faire. Il y a même des bourses qui sont attribuées ou des postes de chercheurs. Tout ça, c'est l'objet de négociations quasiment au couteau, et à partir d'un certain âge, un directeur de laboratoire est un chef d'entreprise qui doit se battre pour son personnel, pour sa promotion, pour toutes ces choses-là, qui se jouent au niveau de conseils de département ou de conseils où les promotions se font de façon démocratique en principe. En réalité, c'est une confrontation permanente entre les syndicats, les chercheurs élus et les chercheurs nommés. Les nommés étant les bien-aimés de l'État et ceux qui sont très reconnus par la communauté. Les élus, c'est en général à moitié des représentants des syndicats sur des listes toutes faites. Est-ce que la question, c'est est-ce que les questions philosophiques sont toujours les mêmes? Oui, je vois bien la question philosophique. Mais comment voulez-vous faire de la philosophie quand vous avez que le fric au bout du truc, ou la promotion sociale, l'avancement, les choses comme ça? C'est comme si vous demandiez à un militaire de faire de la philosophie. On est tellement embrigadé par l'administration, on fait tellement d'administration à partir d'un certain temps, que je dirais non seulement au plan philosophique, la science ne pense plus, et elle ne pense plus parce qu'elle n'est plus formée pour penser. Déjà, au niveau des médecins, en première année, deuxième année, on essaye de leur apprendre à penser. Il y a quelques professeurs qui s'en occupent de ça dans les premières années. Mais les médecins, d'une manière générale, ils apprennent des techniques, des choses comme ça. Ils pensent de moins en moins. Ils font des demandes d'examens complémentaires. Ça leur tient lieu de diagnostic. Et on examine de moins en moins les malades. Nous sommes dans une espèce de perte de la pensée. Je crois qu'il n'y a pas que la science qui pense plus. On est dans une société qui pense très très peu, et c'est pas les journaux qui peuvent nous aider à penser. Et les débats de la télévision, c'est évidemment c'est catastrophique pour la pensée. C'est un décervelage permanent. Quoi de neuf sous le soleil ou le ciel de la philosophie? Qui novi nihil. Rien. Non, moi il me semble que de toute façon, je ne suis pas un accord. Tu es le ravi, toi, le ravi de la fable. Oui, je suis un ravi, oui, en effet. Je suis un ravi. Tout est bien. Non, ce qui existe, c'est pas moi qui dis ça, c'est Léon Bloy, tout est admirable. Oui. La vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. J'essaie de penser cela, moi. Quel mauvais pencheur, pourtant. En la matière, des questions se continuent à se poser. Et beaucoup plus qu'on ne le croit, d'ailleurs. Et encore une fois, je maintiens sur ce que je disais incidemment et comme ça allusivement tout à l'heure. Il suffit de se promener sur les réseaux sociaux pour voir qu'on a du pire, mais on a aussi du meilleur. Et il y a énormément de questionnements philosophiques, par exemple, qui ne sont pas négligeables d'ailleurs, même avec des éléments très profonds et des discussions qui ne sont pas comme ça superficielles. Ce que je dirais... Donc, à la fois, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que sont les questions essentielles? Qu'est-ce qu'il en est de la mort? Qu'est-ce qu'il en est du progrès? Qu'est-ce qui se passe avec le mystère? Avec ce qui est le tremendum et fascinant, ce qui fascine et fait peur, etc. On a 3 ou 4 questions. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait plutôt de l'être que rien, etc. Bien. Alors, si je le dis en termes imagés, on appelle cela des résidus, c'est-à-dire ce qui reste. Mais, suivant les moments, ces résidus, on fait de la dérivation dessus, c'est-à-dire on met de la sauce, si je puis dire. Alors, c'est cette sauce qui change, c'est-à-dire que ce sont les systèmes qui peuvent varier, mais les questions essentielles restent identiques. C'est pour ça que je réponds à la fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et en même temps, il y a toujours ces formes d'interrogation qui sont là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a des restes, il y a du résidu. Il y a des questions qui sont, disons le mot, irréfragables, qu'on ne peut pas briser. Et en même temps, qu'on ne peut pas les poser en tant que telles, eh bien, on va mettre de la sauce autour. C'est les systèmes. Est-ce que ces nouvelles technologies entraînent des nouvelles questions? Voilà, vous avez raison, c'est une bonne question, effectivement. Mais il y a des saisons. D'abord, je voudrais répondre en ce qui concerne mon cher collègue, son affirmation. Il y a des saisons pour l'esprit. Il y a des saisons de fécondité
intellectuelle et d'intelligence. Je pense que nous sommes en période creuse. Je pense que on ne se bouscule pas quand on entend les ténors que sont Onfray et compagnie, vous comprenez, on se dit quand même la pensée est un peu faible. C'est le moins qu'on puisse dire, même quand on est un amateur comme moi. On se dit, mais ça tient pas debout, son truc, là. Et alors qu'il y a eu des périodes extraordinaires, la génération des Bergson, de tous ces gens, et même après, dans l'entre-deux-guerres, tous les grands philosophes, les grands philosophes de la Sorbonne ou de l'École normale supérieure, pendant le temps, ont tenu le haut du pavé d'intelligence. Et évidemment, il y avait des rémanences kantiennes qui sont et qui resteront toujours un poison pour la philosophie. On ne peut pas s'en débarrasser. Ils vous collent semelle. Aucun philosophe ne trouve grâce à vos yeux. Aucun philosophe pas du tout. Non, contemporain. Contemporain, mais j'en connais pas beaucoup. C'est-à-dire, moi, ça me tombe des mains. Pas beaucoup, c'est-à-dire vous en connaissez quelques-uns. Je connais Maffezoli. Et il est gentil. Mais souvent, il est plus sociologue et anthropologue que philosophe. Moi, dans mon pays, il n'est pas créateur de système. Dans mon pays, on dit qu'il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Donc je ne veux pas être un cornichon. Oui, si tu es dans un boco, ce sera un boko haram, c'est ton côté terroriste. Non, encore une fois, permettez-moi de dire la chose suivante. Il ne faut pas être comme ça le nez sur ce que nous vivons actuellement, il faut toujours mettre en perspective. Il y a toujours eu des philosophes exotériques, Onfray peut en être un si on prend cet exemple, qui savent rendre public un certain nombre de choses, mais ils ne peuvent le rendre public que parce qu'il y a des philosophes ésotériques. Parce qu'il y a quelque chose qui se crée. Le 19e siècle était plein de cette dialectique entre l'ésotérique et l'exotérique. Il se trouve que, médias aidants actuellement, c'est plutôt sur ceux qui sont sur le devant de la scène qu'on va mettre l'accent. Mais ils ne peuvent penser que parce qu'il y a, et ça on ne le sait pas, un terreau, dans le sens simple du terme. Et il n'est pas forcément nécessaire de connaître ce terreau, de donner des noms. On peut en donner, moi j'en ai quelques-uns. Va sortir Luc Ferry, Bruckner, tous ces gens. Non, mais je sais bien, oui, non, mais j'ai pas envie de dire de noms, moi, comme ça. Mais si, on peut le dire, parce que tout le monde le dit. C'est difficile à dire, parce qu'il fut une génération où, en France, on n'avait pas du pétrole, on avait des idées. On n'a toujours pas de pétrole, on a de moins en moins d'idées, c'est vrai. C'est vrai que Normal Supérieur n'est plus ce qu'il était. Mais des grands noms n'étant plus là, quand je dis moi terreau, je suis attentif à ces jeunes générations qu'on ne peut pas encore bien nommer, bien évidemment, mais dont on sait, c'est là que je dis terreau, c'est là que va prendre la graine de quelque chose qui va ressurgir. Moi, j'ai pas peur de cela. Mais c'est un déficit de l'université. Moi, j'ai recruté pendant des années des chercheurs dans mon laboratoire. Les chercheurs des grandes écoles sont souvent dogmatiques, se croient très, très malins et sont nuls. Et les universités ne sont pas capables de former, dans leur maîtrise et dans leur doctorat, des vrais chercheurs. Les chercheurs se forment sur le terrain, et c'est une sorte d'apprentissage qui se rapproche plus de l'artisanat, du maître et de l'élève, que du passage par l'université, où il y avait dans les universités autrefois un véritable travail de groupe. Il y avait dans le Normal Supérieur, il y avait les Caïmans, les gens, tout ça, c'était terriblement organisé, ça faisait envie. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'aller à Normal Sup. Ma mère m'a dit, écoute, mon petit, nous n'avons pas les moyens que tu sois un raté, donc tu vas faire ta médecine. Mais si vous voulez, c'est un incident de ma vie, mais pour moi, c'était l'idéal, le Normal Supérieur. Ils étaient merveilleusement formés à penser, ils apprenaient à penser. Une petite incidente. En 1936, Heidegger publie un article qui n'est pas négligeable sur l'avenir de la science. Ah oui. Et il fait une critique qui rejoint la tienne et qui est aussi la mienne, c'est-à-dire montrant le terme qu'il emploie. Enfin, ce qu'on a traduit en français, c'est le dévalement de l'université. C'est-à-dire, ce n'est plus ce lieu où, en effet, il y avait laboratoire de la pensée, etc. Et à ce moment-là, il dit, ce qui va se passer, c'est que va se créer, alors il emploie un mot grec, je le dis, je le traduis, des petits cercles, lantanontes, c'est-à-dire ceux qui sont en retrait, des petites niches, en quelque sorte. Bien. Il fait son développement, etc. Moi, je trouve cette analyse fort juste, et je dirais qu'actuellement, les lantanontes, ceux qui sont en retrait, c'est les petites niches d'informatique. Et voilà ma réponse, madame. C'est-à-dire qu'il y a là des forums de discussion philosophique qui sont d'un plus grand intérêt. Donc, ce ne sont pas de nouvelles questions. Moi, je ne crois pas que le développement technologique crée de nouvelles questions. Par contre, il y a un approfondissement que je ne vais pas retrouver dans l'institution académique, c'est vrai.
Mais de ce point de vue, il ne faut pas être pessimiste, il est dans ces petites niches informatiques où il y a un approfondissement de la pensée qui n'est pas négligeable. Chez Google, notamment, il y a des gens qui sont de haut niveau et qui pensent. Parce qu'ils pensent, ils sont bien obligés de passer face aux exigences de la technique et de la créativité. Quid du transhumanisme? Quels sont les risques du point de vue sociétal, philosophique? Écoutez, je crois l'avoir assez dit. C'est le risque de l'hubris, c'est le risque justement d'un dépassement, de tomber dans l'hubris, c'est-à-dire dans la monstruosité. Et ça, je crois que c'est un risque constant, dans la pensée et dans l'action. Donc, il y a un dépassement de l'être qui est pas inévitable, qui est inévitable, je veux dire. C'est si on continue comme ça, s'il y a pas, il faut qu'il y ait. C'est quand je rappelais l'intérêt de l'ésotérisme ou d'une certaine critique qui est exercée par les pères ou par les formateurs, les initiateurs. Tout ça, c'est une grande communauté qui aide les autres à penser, qui fait qu'on se corrige, etc. Ce sentiment de perméabilité du savoir et de perméabilité des membranes qui séparent les individus, c'est quelque chose de très nécessaire dont on a l'impression qu'il ne fonctionne pas bien en ce moment. Vous comprenez, les flux, non pas ioniques, mais les flux spirituels, si on peut prendre cette image, sont en quelque sorte engorgés dans des retrécissements. Je parlais, dans le domaine de l'éthique, par exemple, j'ai inventé ce concept d'éthicosclérose. Vous savez, comme l'athérosclérose. L'éthicosclérose qui freine il y a tellement d'éthiques absurdes et de contraintes éthiques qui ne reposent sur rien que finalement le fonctionnement et la communication entre les gens qui cherchent, qui travaillent, est un peu bloqué. Ce qu'on a appelé à partir du XVIIe siècle l'humanisme, c'est dans le fond une réduction à l'homme, c'est-à-dire au sujet, à l'individu. Et puisque j'ai cité tout à l'heure Descartes, je rappelle cette formule que nous connaissons tous, cogito ergo sum. Mais la suite de la formule en son entier d'ailleurs de Descartes, c'est cogito ergo sum in arcem meum, ça veut dire je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et on a là ce qui a été la marque moderne, c'est-à-dire ce qui a été l'humanisme, l'humain, c'est-à-dire réduit à l'individu. Ça a marché, dans le fond, c'est ce qui est la base du contrat social, c'est ce qui est l'additionnement contractuel qui ont donné les institutions du XIXe siècle, reposant là-dessus. Moi, tel que je comprends, à ma manière et pas à la manière scientifique de Jean Didier, le transhumanisme, c'est-à-dire quelque chose qui est en train d'élargir et de dépasser l'individu. J'ai proposé la métaphore de la tribu, celle de la communauté, quelque chose qui fait que ce n'est plus un individu qui est le pivot à partir duquel on pense le monde, mais c'est l'idée du transhumanisme, c'est quelque chose qui nous renvoie à la nature en son entier. Quelque chose qui fait que ce n'est pas un simple sujet agissant sur un objet inerte, mais un trajectif. C'est-à-dire quelque chose qui fait que je suis en relation avec l'autre, je suis en relation avec la nature, voire je suis en relation avec ce qu'on avait cru dépasser, la déité, le sacral, c'est ça. Et donc c'est quelque chose qui fait que je ne réduis pas l'autre au même, mais je maintiens l'autre en tant que tel. Je dis bien l'autre de la nature, l'autre de la déité, l'autre du groupe. Et c'est ça que j'appellerais, enfin moi j'emploie pas le mot transhumanisme, mais la postmodernité serait le fait qu'on ne peut plus réduire quelque chose, encore une fois, au simple sujet enfermé en lui-même, mais quelque chose qui fait que je suis toujours en relation avec l'autre, l'idée de reliance. Quand ces jeunes générations disent « je m'éclate », ben, c'est plus la forteresse de l'esprit. Oui, mais... Quand je m'éclate dans l'autre de la nature. Je m'éclate dans l'autre du groupe. Je m'éclate dans l'autre du sacré. Vous voyez des choses en ce genre. Mais tu restes dans le domaine du natura naturans. Alors que là, tu as une bascule complète. C'est per artem artifix. C'est-à-dire que tout est artificiel dans le transhumanisme. C'est de la fabrique. Nous fabriquons des créatures et nous sommes nous-mêmes devenus créatures. Un soldat
un soldat qui sort de la DARPA, des moules de la DARPA, c'est des créatures. Ils ne sont plus leurs maîtres, ils sont gouvernés par des petits robots, des choses comme ça. Il y a une perte, justement, une perte de liberté, une perte de réflexion. Qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes gouverné par des systèmes la cybernétique, c'est le gouvernail. Hein. Quand vous êtes gouverné par de la cybernétique, que vous savez que vos décisions vont être toujours contrôlées par un rétro-feedback ou par un pro-feedback, c'est-à-dire soit une anticipation, soit une rétroposition, vous n'êtes plus maître de vous et toutes les dérives sont possibles dans la mesure où vous êtes transformé, vous êtes devenu la créature elle-même. Vous voyez, c'est un peu ce qu'il y a un peu dans le golem ou dans les mitres comme ça. C'est des automates qu'on fabrique de plus en plus. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction aujourd'hui. Je voudrais là-dessus dire quelque chose. Il est certain que si on prend la phrase que nous connaissons et que j'ai rappelée tout à l'heure, je pense pas, je suis pensé. Et aussi scandaleux que puisse être ce que je suis en train de dire, c'est vrai que pour moi, la thématique de la liberté est une thématique dépassée. Et que ce qui est en question, c'est quelque chose d'autre qui a existé dans la prémodernité, qui, à mon avis, va exister dans la postmodernité. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance, un ordo amoris, un ordre de l'amour. Et qu'est-ce que le plus dépendant, c'est quand on est amoureux. Et donc, de fait, il y a un ordo amoris qui est en gestation qui fait qu'on continue à gamberger sur le mot de liberté alors qu'on est toujours en relation avec l'autre. Voilà. Bon. Mais cette perspective n'est pas forcément péjorative. Il y a eu d'autres moments où cela a été. Après tout, est-ce qu'on ne peut pas voir qu'il y a là une autre manière d'être ensemble ? Dans cette autre manière d'être ensemble, ce n'est plus un savoir surplombant, j'ai dit tout à l'heure, l'horizontalité. J'ai proposé de parler de cela en disant la loi des frères. La loi des frères, c'est-à-dire c'est pas la loi du père telle que Lacan l'avait montré, c'est-à-dire le sachant qui impose quelque chose, mais au contraire cette loi des frères qui fait qu'il y a un savoir collaboratif, coopératif. Wikipédia, sous ses diverses formes, je dis bien pour le meilleur et pour le pire, est quand même quelque chose qui renvoie à ce processus de coopération, de partage sous ses diverses modulations. Et comment cela se traduit-il ? Il y a deux formes de socialisation quand on regarde sur la longue durée. Il y a l'éducation, à partir de celui qui sait et qui tire. Un individu qui est autonome. À la fin de l'Émile de Rousseau, qui est ce roman d'éducation, le petit enfant que j'ai tiré de l'animalité à l'humanité, de la barbarie à la civilité, il est autonome. Autonomos, je suis ma propre loi. Je pense. Là, ce qui est en jeu, c'est que c'est un processus d'hétéronomie. La loi, c'est l'autre qui me l'a dit. C'est l'autre qui dit comment je parle, comment je m'habille, comment je me comporte, etc. Ce n'est pas forcément infamant. C'est ainsi, ça a déjà existé. Alors à ce moment-là, il n'y a plus simplement l'attitude éducative, et c'est la seconde forme de socialisation, c'est l'initiation. L'initiation est un processus d'accompagnement des frères qui accompagnent, non pas encore une fois à partir de quelqu'un qui sait et qui tire, mais qui va faire ressortir le trésor qui est là. Voilà ce qui me paraît être en jeu. Et dans l'initiation, c'est vrai qu'il n'y a pas de liberté, il y a de la dépendance, mais Saint-Bernard a écrit des très belles choses sur la dépendance. Dans le collatéral de ce que tu dis, il y a le bonheur dans l'esclavage. C'est pas de l'esclavage. C'est le bonheur dans l'esclavage. Bien sûr, c'est un livre célèbre de Pollan qui règne beaucoup dans l'amour. L'amour, c'est une recherche quelquefois de soumission, tu le sais très bien, toi, qui es marié. Donc, tout ça, c'est ça qui fonde les sociétés. C'est qu'en fait, nous sommes une société, sans nous en rendre compte, une société d'esclaves. Je dis ça pour tomber dans le paradoxe et pour renchérir sur ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il faut voir, vous savez, par exemple, il y a une expérience très simple en psychologie de l'alimentation. Un rat, ça pèse 300 grammes, ça varie pas, c'est le rêve des femmes l'été, ça ne varie pas de 1 gramme, un rat. Ça mange toujours une ration qui fait que ça maintient ces 300 grammes du début à la fin, dès qu'ils sont adultes. Eh bien, si vous soumettez ce rat à ce qu'on appelle un régime de cafétéria, c'est au lieu de, quand il appuie sur une pédale, avoir une petite pilule, et que vous lui offrez 9 ou 10 aliments. Donc, c'est ce qu'on appelle un régime de cafétéria. Eh bien, en 1 mois, le rat pèse 900 grammes. Donc, il devient obèse, il n'arrête pas de manger. C'est l'abondance et l'esclavage, finalement,
Il devient addict de sa bouffe parce qu'on lui en fournit trop. Et ça, c'est les mécanismes de l'addiction. L'addiction, c'est vraiment une forme d'addict. Addict en latin, addictus, toi qui parles latin, c'est celui qui est l'esclave de son créancier. C'est quand on ne peut pas payer ses dettes, on devient un esclave. Et c'est ce qui est en train de nous arriver, pensez-vous ? Mais c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une société, il y a des diplômes de dictologie, il y a des médecins qui se spécialisent dans la dictologie. Toutes les conduites sont des conduites maintenant qui risquent de conduire à l'addiction, y compris le jeu, enfin toutes ces choses dont on dépend. C'est un danger social considérable. Et ça, c'est le problème de la liberté qui vous est laissé. Le joueur de Dostoïevski, toutes ces choses-là décrivent très bien cette situation, qui est parfaite. Et vous avez Casanova, qui est un de mes sujets de prédilection. J'ai écrit un très joli livre que je vous invite à lire, bien qu'il soit introuvable, sur Casanova. Il est addict du jeu, il en devient dépendant, et dès qu'il gagne, il dépense. Mais sinon, en dehors de la dépense, il devient d'une avarice crasse. C'est-à-dire qu'il ne dépense que ce qu'il gagne dans le jeu. Alors, ça crée des situations sociales qui sont particulières. Vous voyez, toutes ces règles-là ne rentrent pas dans les grands principes philosophiques de la liberté, des choses comme ça. La liberté, elle est menacée par toute notre vie. Comprenez même que dès que vous êtes dans l'abus, et ça commence très tôt, l'addiction. Il y a des bébés qui sont addicts, déjà. Ils sucent tout ce qui bouge. Je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas le laisser parler comme ça. Je vais citer mes sources, pour être précis. Oui, ça tu peux, parce que je vais te contester, là. Avec une nuance de fond par rapport à ce qu'il dit. Lui, il a des convictions, moi, je n'ai pas de convictions. Lui, il défend quelque chose, il voit du risque, il voit du danger, etc. Moi, j'essaie d'abord de décrire, de faire une photographie de ce qui est. Bien. Alors, pour éclairer cela, il y a un auteur, j'ai cité une phrase tout à l'heure qui est de lui, qui s'appelle Max Scheler, philosophe, sociologue, machin chose, peu importe ce qu'il est, qui a écrit beaucoup qui a écrit Leinfühlung, c'est-à-dire en effet l'empathie, qu'on a traduit en français l'empathie, et qui est un de ces auteurs dans l'entre-deux-guerres, qui a été le premier qui a rendu attentif à quelque chose d'important, c'est-à-dire le retour des affects. Et c'est lui qui a écrit un texte, j'en ai cité le titre il y a un instant, Ordo Amoris, voilà, en montrant que ce qui est en jeu, c'est un ordre de l'amour, socialement, pas simplement entre deux individus. Un ordre de l'amour. Cet ordre de l'amour, c'est la reconnaissance, aussi choquante, je l'ai dit, que cela puisse paraître, qu'il ne met pas en priorité la liberté, mais le fait que je suis d'abord en relation. J'ai dit tout à l'heure, pour choquer un peu, en dépendance. Et donc, dans le fond, il montre cela. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, que cela nous chagrine, etc., eh bien, il se trouve qu'il y a le retour des affects dans la vie sociale. Évidemment, il y a les neurones. Émotion, passion, l'énergie, je le rappelle, c'est ça. Moi, j'avais écrit il y a fort longtemps un texte qui a été mal compris, qui était « Contribution à une sociologie de l'orgie ». Je ne parlais pas des choses dont parle Jean Didier. L'orgie, c'est l'orguer, c'est-à-dire, dans le fond, la passion commune. Et je pense qu'il y a cette passion commune, il faut la repérer. Des émotions sportives, musicales, religieuses, consommatoires, peu importe, il y a de l'émotionnel dans l'air actuellement. Et cet émotionnel dans l'air fait que ce n'est plus un individu rationnel qui pense par lui-même et qui va agir en fonction de cela, mais, je répète, je suis pensé. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, je ne sais pas si c'est de l'addiction ou pas. Moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai pas un métier de moraliste, ni parce que c'est pas mon métier. Ah oui, mais parce que c'est pas mon métier. Écoute, si tu es sociologue... mes collègues sociologues m'en veulent beaucoup parce que moi je dis ce qui est et non pas ce qui devrait être. Non, mais or, on a tendance à dire ce que devrait être le monde. Alors, je termine là-dessus. En disant ce qui est, c'est qu'on voit qu'il y a retour des émotions. Il vaut mieux prendre acte de cela, fût-ce à partir de ses convictions, pour lutter contre, éventuellement. Mais d'abord, faisons constat, faisons photographie, en rendant attentif au fait qu'il y a eu d'autres époques, je vais en citer une, dans les histoires humaines, où l'importance des affects était réelle, juste avant la modernité. Mais juste avant la modernité, tais-toi. Juste avant la modernité. Je ne veux pas me taire, je veux répondre. Parce que tu dis des choses grosses comme toi. Laisse-moi te dire un exemple historique. Ce qui fut le Quattrocento, c'était justement le partage des passions.
Florence la Belle, c'était la conjonction de l'art, de l'entreprise, des savants, etc. Médicis, Machiavel et Léonard da Vinci. Ça donnait une conception holistique du monde où ce qui prédominait, c'était les émotions communes. Ça a fait une belle culture. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est cela, cette conception holistique, toujours en relation, non pas être enfermé dans la forteresse de son esprit, mais être primum relationniste, toujours en relation avec l'autre, qui est en train de faire cette culture en gestation. N'ayons pas peur de cela. Alors, la parole à Jean-Didier Vincent, et après, on revient à la salle. Moi, je voudrais revenir sur un principe très simple, qui est celui d'un biologiste. C'est que la première qualité qui est un développement extraordinaire chez l'homme, c'est l'imitation. Il y a d'abord les neurones miroirs qui sont une plus belle métaphore qu'aient trouvé les biologistes, parce que c'est peut-être discutable au niveau des faits, mais au niveau de la métaphore, c'est très puissant. C'est tu fais les gestes que je fais, je sais que quand tu fais ces gestes que tu fais, tu comprends le sens de mes gestes, et je refais intérieurement, c'est la théorie de la simulation, je simule les gestes que tu fais, et tout le fonctionnement de l'un et de l'autre, qui sont indispensablement liés, conduisent à ces choses-là, et ça conduit même au langage, qui n'est jamais qu'une forme d'imitation de l'autre. Pour être compris de lui, il faut reproduire ce qu'il dit intérieurement. Alors tout ça, ça veut dire que cette machine miroir, cette machine humaine, est soumise à des défauts de fonctionnement que a bien décrit Max Scheler, c'est qu'il appelle la contagion affective, c'est-à-dire à un certain moment, le sujet ne se possède plus en tant que sujet, il est atteint comme exactement s'il était atteint d'un virus, et il imite l'autre sans savoir qu'il imite, il croit que cela vient de lui, et en réalité ça vient de l'autre, par contagion imitative, et c'est ainsi qu'à ce moment-là, dans un village ou ailleurs, c'est la moque par exemple, ça, tout d'un coup, un type très, très, très ordinaire va se mettre à tuer son voisin sans raison, et ça va comme ça se multiplier, et il y aura comme ça des épidémies d'imitation qui vont polluer la société, polluer Bon, alors là, il n'y a pas d'addiction. Il y a un phénomène qui est le contraire même de l'addiction, puisqu'il doit se faire presque à coup unique. C'est tout d'un coup, il y a cette contagion affective qui va s'emparer d'une population. Et ça, c'est très difficile à expliquer, et c'est très pernicieux, parce que ça va créer on l'a vu, par exemple, à Abidjan, à un moment donné, où tout le monde voulait tuer les autres, et tout ça, c'était une contagion de meurtre. Et ça, on a beau être optimiste, disciple de Voltaire, très voltairien, très candide, et dire tout ça est bien, tout ça est très bien. Non, c'est pas bien, parce que notre société ne sait pas se prévenir contre ces sortes de phénomènes, qui sont des phénomènes biologiques. Et la psychologie n'a rien à faire dans cette affaire. Les gens les plus intelligents, tout d'un coup, se trouvent prisonniers. On l'a vu à la Libération en France, on l'a vu à différents moments, où tout d'un coup, on allait faire fusiller son voisin, on faisait des choses comme ça. Ça, c'est de la contagion imitative. Et je trouve que c'est grave, et c'est un trait de l'homme qui est assez moche, si je puis dire. Gabriel Tarde, oui. 1903, fait un livre qui s'appelle « Les lois de l'imitation en montrant de fait qu'il y a de l'imitation. J'ai cité tout à l'heure Jean Baudrillard, qui est un ami commun, et qui a justement mis l'accent sur le thème de la viralité, de la contamination. Et il montre bien comment, de fait, le développement technologique favorise cette vieille structure imitative par le biais de la viralité. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, ce qui est en jeu actuellement, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je ne porte pas de jugement, vous l'avez compris. C'est que justement, ce qui était le grand pivot moderne, c'est-à-dire la liberté, ne marche plus. C'est tout. Il y a quelque chose qui fait que c'est plutôt toujours en relation avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs le retour, sous ces diverses formes, de la religiosité diverse. Bien. Alors, voilà, c'est tout. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Je dis, la liberté était notre grande idée. Je suis enfermé en moi-même.
je contracte avec d'autres êtres libres. Là, il se trouve qu'il y a plutôt ces lois de limitation, des mimétismes multiples et divers. Il vaut mieux le reconnaître. Alors, ça donne quoi, ça? En quoi tu es contre moi, là? Non. Ça peut donner du djihadisme, ça peut donner ces formes-là, fanatiques. Ça peut aussi donner des formes de générosité, de solidarité indéniable. Et il suffit de voir ce qu'il en est des réseaux sociaux pour voir qu'à bien des égards, il y a de la solidarité. Il y a des générosités. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais dans l'un et dans l'autre cas, on ne peut plus fonctionner à partir de ce levier méthodologique qu'est la liberté. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Il y a des limitations dans l'air. Oui, moi j'ai une question par rapport aux moyens de la modernité, ou de la technologie. Aujourd'hui, les moyens, ils sont quand même beaucoup, on va dire, développés par des sociétés qui captent de plus en plus, on va dire, du capital. Si on prend des Google, si on prend toutes ces sociétés, finalement, qui avec peu de personnes ont des moyens démentiels. Et ma question est-ce que finalement, il n'y a pas non plus aussi une captation de la technologie par un groupe un peu élitiste qui a les moyens et finalement une population qui est soumise à ce groupe-là? Pour reprendre les technologies de la biologie, il est clair que la première menace, c'est la menace d'une spéciation à partir du coût des opérations qui sont du clonage et des choses comme ça. Toutes ces manipulations sont extrêmement coûteuses au point que ceux qui pourront se le permettre seront rares. Mais ils ne se reproduiront plus avec le bas peuple ou les autres. C'est pas. Moi, j'ai plusieurs anecdotes sur ce sujet, mais on évolue vers une spéciation. Alors, il y aura des hommes nouveaux, c'est assez clair. Alors, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Je ne sais pas ce qu'ils seront, s'ils seront libres ou s'ils ne seront pas libres. Bon, c'est peut-être pas la question. La liberté, c'est. Moi, je suis pas un fanatique de la liberté. C'est quelque chose qui a été inventé au XVIIIe siècle. Il y a un très beau livre de Starobinsky qui s'appelle L'invention de la liberté. C'est vrai que cette époque baroque, c'est l'époque où on joue avec les formes, où on est extrêmement libre. Ça ne va pas durer très longtemps. Il n'y a pas d'imitation, justement. Aucune forme ne se renouvelle à l'identique. C'est ça le rococo. La noosphère dont vous avez parlé est imprégnée de technologie, de volonté de puissance à la mode Google. Quelle démocratie, quel libre arbitre pour les jeunes générations qui ne connaissent pas autre chose? Il faut trouver les mots qui soient les moins faux possibles. Et que c'est si on sait trouver des mots pertinents qu'on sera en phase avec ce qui est. Il y a, concernant ce rapport aux autres, deux mots. Il y a le mot pouvoir, qui est le pouvoir qui s'impose, qui est de l'imposition, qui vient du haut. Et il y a le mot puissance, qui vient du bas. Alors, moi je pense que ce qui fut la grande marque moderne, c'était l'ordre du pouvoir, économique, politique, social, sous ses diverses formes. Ce qui est en jeu, au contraire, c'est actuellement, pour moi, le retour de la puissance. Excusez-moi, c'était la seule idée qui restera de mon travail, c'était ma thèse d'État, où je faisais un rapport entre pouvoir et puissance, en montrant que ce qui est en jeu dans la postmodernité, c'est le retour de la puissance. Alors, bien évidemment qu'il y a des instances homogènes. Google en est un bon exemple. Le problème, c'est que ces instances homogènes n'ont plus de vrai pouvoir, puisqu'aussi bien ils sont mités de l'intérieur par des petits groupes qui vont réutiliser la technologie, qui vont la détourner. Et dans le fond, le fanatisme religieux est une des manières de détournement. Mais il y en a beaucoup d'autres. Vous voyez ma réponse, c'est dire, ne soyons pas obnubilés par le pouvoir surplombant, c'est ce que l'on continue à nous dire. De fait, il y a quelque chose qui fait que c'est mité. Quand je dis mité, c'est-à-dire ça continue à avoir, le mot qui conviendrait le mieux, c'est vermoulu. C'est-à-dire ça donne l'apparence d'être stable, alors que par en dedans, ça grouille d'autres choses. Et la technologie en est un bon exemple. Apparemment, c'est dominé par quelques-uns, par quelques groupes, et de fait, chacun va se nicher là-dedans. Et après, il s'agit de voir comment on va réguler. Qu'est-ce qu'on va interdire, qu'est-ce qu'on ne peut pas interdire, et tout à l'heure. Mais ça montre bien cela, en logique, on appelle ça a contrario. Ça montre bien qu'il n'y a plus le pouvoir qui pouvait, d'une manière surplombante, dire ce que devait être telle ou telle structure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, soyons plutôt attentifs, plutôt que de rester sur ce fantasme d'un pouvoir surplombant, soyons attentifs au fait que chacun va, à l'intérieur d'un cadre,
va bricoler, va récupérer, va même détourner. Et c'est ce détournement qui m'intéresse, parce que c'est signe de vitalité. Alors, je pense que c'est une pure fiction que tu nous racontes là. Je connais bien Google parce que j'y ai séjourné, que j'ai vu beaucoup de dirigeants de Google, que j'ai enquêté spécialement sur ça. Et Google, c'est une société totalitaire, absolument totalitaire, qui fonctionne en vase clos, mais qui est une bouillotte, une pile de puissance. Et ceci est aidé par le capital qui est à sa disposition, qui est du niveau d'un État et quelquefois de plusieurs États. C'est fou, les pouvoirs d'argent dont dispose Google, qui anéantissent toute volonté. Les mythes et les charançons que tu y prêtes ne survivent pas dans Google. C'est un endroit où on ne respire pas à Google. Et un verre ne peut pas... Non, on crée, on fait... Et rien n'est plus facile que dans le domaine de l'informatique pour créer des algorithmes dont on ne soupçonne pas la puissance. Moi, je peux te donner une centaine de petites tribus qui nichent dans Google. Et ici, je suis sûr qu'il y a des quantités de gens qui nichent également sans être dominés par le fric de Google. Mais qu'est-ce que tu appelles nicher dans Google ? C'est-à-dire créer sa petite niche. Mais il y a une structure, et à l'intérieur, tu vas nicher, tu vas créer ton site érotique, tu vas créer un site de discussion philosophique. Quand Google rachète une entreprise, l'entreprise est solide, et elle est liée à Google par des arguments de droit, de juristes, qui sont très puissants et qui ne peuvent pas être brisés. La puissance de Google, pour l'instant, elle est indéniable. En attendant qu'elle soit mitée et qu'elle s'effondre, tu verras ce qui se passe. Moi, je dis Google est dangereux, puis c'est tout, point barre. Alors, question de la salle. Oui. Alors, n'y a-t-il pas moyen, justement, d'empêcher Google de faire son totalitarisme ? Vous avez parlé de totalitarisme, vous avez parlé de liberté. On est dans un pays, dans une région, dans un milieu socio-professionnel, social. Spinoza a dit que notre degré de liberté, il était un peu proportionnel à notre accès à la connaissance. Oui. Donc, est-ce que justement, avec Internet aujourd'hui, il sera ce que les gens en feront, mais il y a un accès à la connaissance qui est exceptionnel. Et vous parliez d'ésotérisme, d'initié, et le petit Africain du Sud peut devenir initié. Il a accès à l'éducation, à la culture et à la connaissance. Tout est payé chez Google. Oui, mais avec cet accès qui est possible à la connaissance, au réseau, à la possibilité de se connecter et d'échanger avec des gens du monde entier, est-ce qu'on peut ne pas voir le verre à moitié plein ? Oui. Et voilà, et se dire qu'il n'y aura pas que les sachants qui vont gouverner. Bon, vous croyez qu'on peut en profiter ? Moi, je ne vois le salut que dans une chose. Vous connaissez la faille de San Andrea ? Elle est omniprésente. Il y a les montagnes bleues, puis la faille de Sant Andrea. Eh bien, je pense qu'elle va se réveiller, en principe, dans un délai de quelques années ou pas. Et alors là, Google, il ira voir ailleurs. J'ai dit tout à l'heure cette définition, je la redis quand même, monsieur, synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire que, et l'exemple que vous donnez, moi, me paraît frappant. Je ne connais pas l'Afrique, mais on a un centre de recherche qui est au Brésil, et on en a un autre en Extrême-Orient, et on voit bien et j'ai une thèse qui va être soutenue dans quelques jours de mes amis brésiliens, qui montre ce qui se passe dans les tribus amazoniennes, en montrant qu'il reste la tribu amazonienne, et en même temps, il y a Internet. Et qui fait qu'il y a un mode de connaissance qu'on ne peut plus penser à partir de notre conception de l'éducation du sachant, mais qu'il y a cette horizontalité. Et de fait, tout un chacun, par un clic, va pouvoir avoir telle référence. Les 2 ou 3 citations latines que j'ai données depuis tout à l'heure, vous pouvez vous amuser à en trouver la référence précise. Il suffit d'indiquer cette citation et vous avez la référence. Vous voyez, c'est ça la vraie... Vous voyez, le mot que vous avez employé est important. C'est le mot connaissance. Connaissance, c'est connaître avec, ou naître avec. C'est sur les cônes, toi. Et non, j'essaie de réfléchir sur les mots. J'ai dit que les mots, c'est c'est le gardien de l'être. Et que si on trouve des mots pertinents, on a justement quelque chose qui fait qu'on est en phase avec le temps. Et en la matière, quand je dis connaissance, prenons les mots stricto sensu. Il y a 2 étymologies, naître avec ou connaître avec. Et de fait, ce qui se passe sur l'horizontalité d'Internet, c'est un mode de connaissance que je n'ai plus, moi, en tant que sachant, à imposer, d'une manière de pouvoir,
vertical, mais avec lequel je suis obligé d'intervenir. Quand je faisais mon cours dans l'amphi d'Urquham jusqu'il y a une dizaine d'années, je faisais mon cours. Puis, depuis une petite décennie, je vois en face de moi 100 étudiants qui, leur micro-ordinateur ouvert, peuvent me dire gentiment et poliment, « Monsieur, vous faites une erreur, ce texte de Hegel n'est pas de 1826, mais de 1823. » Par exemple, bon, c'est amusant cet exemple, mais ça montre bien en quelque sorte qu'il y a une nécessité d'interaction, que je ne peux pas simplement imposer par en haut quelque chose, qu'il y a ce que j'appelle le processus initiatique. Le processus initiatique est un processus d'accompagnement. Je maintiens, c'est cela qui est en jeu au travers d'Internet. Je prends un exemple historique. Au 3e, 4e siècle de notre ère, il y a 3 religions à mystère qui prédominent. Le christianisme, Mithra, Orphée. Des bons esprits, et nommément Renan, montrent bien qu'à ce moment-là, ce qui va triompher, c'est plutôt le culte de Mithra. C'est les nobles, c'est les officiers, etc. Le christianisme, c'est rien du tout. C'est les gens de peu. Il se trouve qu'à ce moment-là, cette Église catholique sécrète un dogme qui s'appelle le dogme de la communion des saints. Qu'est-ce que c'est que le dogme de la communion des saints? C'est que la petite église de Milan est liée un esprit à celle de Lugdunum, Lutèce, Narbonne, Rome, etc. Et donc c'est ce culte, qui n'était pas un culte triomphant, qui va donner la civilisation chrétienne. Je transporte l'image. Ce qui est en jeu actuellement, c'est bien quelque chose de cet ordre. Les petites tribus partagent de la connaissance. Et pour moi, Internet, c'est la communion des saints postmoderne. C'est-à-dire ce qui est en train de sécréter, ce qui va être la liaison, le nouveau lien, le nouveau mode de connaissance. Très précisément, restons sur cette étymologie, parce que je partage de la connaissance, parce que je nais avec la connaissance que je partage. Ça a beaucoup inspiré Bernanos, la communion des saints, mais il entend dans une autre... C'est Renan qui dit ça. Non, mais Bernanos et la communion des saints, ils ont partie liés, et c'est tout à fait autre chose, la communion des saints dans l'esprit de Bernanos, et probablement dans l'esprit du credo, c'est que la communion des saints, c'est cette possibilité qu'on a de survivre dans l'âme de l'autre. C'est post-mortem, la communion des saints. J'ai dit que Internet était la communion des saints post-moderne. C'est-à-dire ce qui va inaugurer une autre forme de civilisation. Moi, je t'interdis, quand je serai sur mon lit de mort, de venir avec ton ordinateur à mon chevet. Alors, c'est pas une réflexion philosophique ni scientifique, mais peut-être faire un peu de prospective et peut-être un pronostic. On a Internet, c'est mondial. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que le petit groupe d'ici peut travailler avec le petit groupe d'ailleurs, etc., etc. Donc il y a une évolution profonde de nos sociétés. Est-ce que l'État-nation est appelé à durer? Mis à part 2 pays, la France et l'Angleterre, ce n'est qu'en 1848 qu'il y a ce qu'on appelle l'éveil des nationalismes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui avait été, je dis bien, concocté dans un petit canton du monde, va être le modèle qui se répand un peu partout. Il se trouve qu'à mon sens, il y a saturation de l'État-nation, comme d'ailleurs de toutes les institutions sociales. Et que ce qu'on va appeler la nation actuellement, c'est la nationalité, la nation corse, la nation bretonne, la nation alsacienne, etc. C'est-à-dire le sentiment d'appartenance. Vendéenne. Excusez-moi. Non, on peut dire. Excusez-moi. Je ne me connais pas assez pour en parler, mais c'est quelque chose qui va mettre l'accent sur le sentiment d'appartenance. À partir d'un lieu. Moi, je dis, le lieu fait lien. Et c'est à partir de là qu'est en train de se créer quelque chose. Du coup, l'idée qui est en jeu, c'est le retour de l'idée impériale du Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire une entité vague et vaste, je dis entité en sens mathématique du terme, ensemble vide. Et puis à l'intérieur, la réalité de la puissance, si je fais la distinction que j'ai dite, entre pouvoir et puissance. La réalité de la puissance, ça va être ce qu'était la baronnie, c'est-à-dire la ville, le canton, la région, mais pas les régions arbitrairement déterminées, mais enfin quelque chose qui renvoie encore une fois à un partage d'un lieu où là se fait l'agriculture. Voilà ma réponse. La tragédie des frontières, c'est un moment où justement on va enfermer d'une manière totalement abstraite. Les titres qui est le mien, moi encore. Un reliquat du Moyen-Âge. En France, les professeurs ont oublié cela. Mais nous sommes professeurs des universités.
C'est-à-dire qu'on était 6 mois à Sorbonne, un peu à Cologne, un peu à Salamanque, à Pologne, etc. Ça traduisait ce processus de circulation, de commerce des biens, des idées et des affects. Moi, à mon avis, c'est quelque chose de cet ordre qui est en jeu, et ce n'est plus l'enfermement qui fut la tragédie des frontières qui a amené les guerres que l'on sait. L'université, ça renvoie à l'universel. Et l'universel, il y a une définition de Torga que j'assène régulièrement. L'universel, c'est le local sans les murs. Or, le problème, c'est le problème de la relation aux murs. Nous sommes tous menacés par des murs. Ils sont une menace pour l'universel. Ce que je considère, c'est-à-dire le digital comme la peau des civilisations, c'est un épiderme léger, le net. C'est rien. C'est pas pour rien que ça s'appelle le net, la toile. C'est une toile. Ça repose sur les civilisations, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. C'est une illusion de dire que c'est autre chose. La communication, c'est autre chose que ça. Et je pense qu'il faut repenser plus profondément et avec moins de métaphores usagées le problème justement de l'universel, le problème des murs qui se posent et qui est plus important que le problème des frontières proprement dit. Les frontières, ça ne signifie rien, mais les murs, c'est très grave. Alors, il faudrait des murs comme les membranes. Comme les membranes, c'est-à-dire le mur, c'est comme une membrane, c'est semi-perméable, c'est quelque chose qui laisse entrer et laisse sortir, mais pas à la façon des frontières. Je veux dire qu'il faut se débarrasser effectivement des frontières, et je trouve que Schengen, si on y porte atteinte, ce sera une catastrophe pour l'Europe. Et je voudrais rajouter, si vous permettez, que ça rejoint un débat que vous avez eu tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est sur un danger actuel qui est plus vaste que ça, c'est la privatisation des États. La privatisation des États. Exact. Le TTIP, le fameux TTIP ou TEPA, là, que nous concoctent nos autorités européenne avec les États-Unis. Le traité transatlantique. Le traité transatlantique va donner le pouvoir à une entreprise comme Google d'attaquer un État en justice. Non, moi je considère que le thème même de l'universalisme est une grande thématique moderne qui n'est plus pertinente. Et que ce qui est en jeu, c'est plutôt un universalisme, plutôt qu'un universalisme. C'est-à-dire comment va être la conjonction de choses très diverses. Et c'est l'épreuve qui est la nôtre actuellement. L'exemple que je donne pour bien me faire comprendre, c'est la synesthésie. Les médecins au XVIIe siècle, quand ils parlent de la synesthésie corporelle, être bien dans sa peau, c'est qu'ils montrent comment, à un moment donné, il y a un ajustement de tous les organes des uns par rapport aux autres, koinon, et un ajustement du solide par rapport au fluide, kinein, cinétique, etc. Les psychologues vont employer la même idée pour montrer la marche de l'enfant, qui se cogne, pleure, saigne, etc. Puis tout d'un coup, synesthésie, c'est-à-dire sensation de l'espace et sensation de la marche. Nous sommes en train de faire l'apprentissage, et pour moi c'est cela, l'universalisme, quelque chose qui fait qu'on va ajuster ces petites tribus, ces cantons, ces régions, les uns par rapport aux autres, pour faire qu'il y ait une cohésion. Mais une cohésion non pas fermée, c'est pas l'unité. Il y a un terme médiéval qui est intéressant, c'est l'unicité. L'unicité, c'est une cohésion en pointillé. Non pas le cercle fermé, mais le cercle en pointillé. Et pour moi, c'est ce qui est actuellement ce passage, cette mutation que l'on est en train de faire. Et du coup, il n'y a pas lieu d'avoir peur d'instances globantes. Il y a certes, ma métaphore, parce que moi je suis attentif aux métaphores, je pense qu'il faut les utiliser. Il y a une McDonaldisation du monde, et en même temps, il y a le retour du cassoulet. Feijoade ou autre, etc. Et donc, pour moi, c'est ce « et » qui me paraît intéressant. De fait, il y a quelque chose de cet ordre, mais il y a aussi le cassoulet. Lors de ces événements tragiques que nous venons de connaître, j'ai pu entendre et lire ici et là qu'à contrario de ce que vous avez dit à l'instant, il semblerait que les populations soient anxieuses et prises d'angoisse et qu'elles aient au contraire besoin de connaître des frontières qui existent bien réellement pour se sentir protégés, parce qu'effectivement, le monde global fait peur. Et sinon, à titre anecdotique, je voulais vous demander, puisque je vous ai entendu largement parler gentiment de vos collègues chercheurs contemporains, si vous feriez vôtre le propos du général de Gaulle qui disait des chercheurs on en trouve, mais des gens qui trouvent on en cherche. Mais des chercheurs qui
qui trouvent, on en cherche. Je vous signale que j'ai été prudent, je n'ai pas dit du mal de mes collègues. Non. Et je me suis interdit de donner un nom. Mais en effet, il se trouve que j'ai repris, moi, cette formule qui était de Picasso, en disant « je ne cherche pas, je trouve ». Et que donc, ce qui était important, c'est de trouver des petits cercles où on trouve. Sur votre question de fond, dans le fond, ce qui s'est passé actuellement, c'est le fait que le rouleau compresseur du rationalisme dans les 3 siècles qui viennent de s'écouler a voulu évacuer le sacré. Quand on ne sait pas négocier, ritualiser, homéopathiser le sacré, il devient pervers. Il prend des voies détournées. C'est ça la perversion, pervia. Et pour moi, ce qui est en jeu actuellement, c'est le retour, la réponse du berger à la bergère. Vous avez voulu évacuer le sacré, eh bien on le dit sous sa forme paroxystique, sanguinaire, et du coup immaîtrisable. Et que donc dans le fond, ce qui est sagesse, les sociétés équilibrées, sont des sociétés qui ont ritualisé le sacré. Je répète mon mot, l'homéopathiser. Sur le fond, c'est que dans le fond, nous assistons à la fin de ce qu'est le grand monothéisme judéo-chrétien, il faudrait dire sémitique. Et que tous les combats d'arrière-garde sont les plus sanglants. Ce que fait le djihadisme, c'est ce que nous fîmes il y a 3 siècles. Ces guerres de religion sont violentes, et quand on pressent que quelque chose est perdu, eh bien dans le fond, il y a ce côté sanglant. Soyons beaucoup plus attentifs à une orientalisation du monde, où il y a une multiplicité des dieux, moi je dis le sacral. Weber disait, quand les dieux se font la guerre, les hommes sont tranquilles. Moi, je crois que les frontières sont comme les membranes. C'est une fonction sociale qui est absolument indispensable. Je ne crois pas. L'universalisme que voudraient pratiquer les anarchistes bute justement sur le problème du local. Ce qui fait qu'on s'oriente plutôt vers une organisation sociale qui est à peu de monde. Le monde est trop grand, il est trop vaste, il manque de limites. Il est ingérable, en fin de compte, le monde. Et alors, une gouvernance universelle, c'est une absurdité totale et totalement ingérable. Donc, il faut avoir un changement de mesure, un changement de dimension. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Mais on peut, dans certains, justement, par les initiatives locales, par une vie locale, des choses comme ce que vous faites ici, des think tanks, des choses comme ça, qui regroupent des gens entre eux, trouver une raison d'entente, mais s'il n'y a pas de frontières, ça n'aura aucun intérêt, vos trucs locaux. Il faut que le local, c'est ça. Ce qui dit Torga, c'est l'universel, c'est le local sans les murs. Donc, ça prouve, à contrario, qu'il faut qu'il y ait des murs.